Un premier ministre d'Asie du Sud-Est vient de rencontrer un représentant de Cardiff, une boîte spécialisée dans l'eau potable. Et quelques instants après cette rencontre, des rebelles l'assassinent et lancent un coup d'État. Voilà le décor. Et pile à ce moment-là, sans savoir de quoi il retourne, une famille entière atterrit dans ce pays en plein chaos. Mark, sa femme Claire, et leurs 2 filles Emma et Zoé, sont dans l'avion. Mark va bosser pour Cardiff sur place. Dans l'avion, les filles s'agitent un peu. Zoé cherche partout sa peluche. Un homme assis derrière eux la trouve et la lui rend. Il a plein de cicatrices sur les bras, et Zoé, curieuse comme peuvent l'être les enfants, lui pose des questions dessus, jusqu'à ce que Claire lui dise d'arrêter d'embêter le monsieur. Emma, demande à son père ce qui se passe si l'endroit leur plaît pas, ou si cette nouvelle boîte fait faillite aussi, comme l'ancienne. Mark la rassure, il dit que cette fois c'est différent, que Cardiff est une entreprise bien plus solide. Ils atterrissent. Le téléphone de Mark, censé marcher à l'international, capte rien du tout. Première alerte, toute bête, mais on va vite comprendre que rien n'est vraiment normal dans ce pays. Ils cherchent leur chauffeur dans la foule, et c'est là que l'inconnu de l'avion refait surface. Il les prévient que tous ces gens avec des pancartes, ce sont des arnaqueurs. Il se présente enfin. Il s'appelle Duncan. Il propose de les emmener à l'hôtel Imperial Lotus, là où toute la famille doit loger. Ils hésitent un peu, méfiants, mais ils tombent vite sur leur vrai chauffeur, un type nommé Tom, et décident de le suivre plutôt que d'attendre. De toute façon, Duncan va au même endroit. Sur la route, Mark observe les gens, et surtout les militaires. Quelque chose cloche, il le sent, sans savoir quoi exactement. À l'hôtel, rien ne marche bien. Pas de réseau, pas de télé. Mark va voir à la réception, mais personne ne lui donne de vraies réponses sur ce qui se passe dans le pays. Il demande si son entreprise a appelé. Non, rien. Alors il descend au bar, et là, il tombe sur Duncan en plein karaoké, à fond dans sa chanson. Il commande une bière. Duncan le rejoint une fois son tour fini, et les deux discutent un moment. Mark se confie, son ancienne boîte a coulé, il a dû accepter ce poste chez Cardiff, et il a traîné toute sa famille jusqu'ici sans vraiment leur laisser le choix. Duncan finit par couper court, il annonce qu'il file dans un club de striptease, et il laisse Mark tout seul avec sa bière. Cette nuit-là, Mark se réveille d'un coup, réveillé par un bruit. Il se lève, regarde autour de lui, mais voit rien. Il remarque alors que le lit de Claire est vide. Il la retrouve dans la salle de bain, en train de pleurer. Il essaie de s'excuser, sans même trop savoir pourquoi, mais elle lui demande juste d'être seule un moment. Le lendemain, Mark retourne voir la réception. Toujours aucun appel. Il demande un journal. On lui dit que la livraison est jamais arrivée, mais on lui indique où il peut en trouver un en ville. Il part donc à pied, traverse les marchés, croise plein de monde. Et là, un truc bizarre, tout le monde le regarde comme s'il était un intrus. Il trouve enfin un vendeur de journaux, mais le seul en anglais date déjà de 3 jours. Pendant qu'il s'attarde une seconde devant un carillon qui teinte au vent, un bruit le sort de sa rêverie, des bottes militaires, qui approchent vite. Il se retourne. Une troupe armée avance droit sur lui. Il regarde de l'autre côté, des habitants, armés eux aussi, prêts à se battre. Mark reste planté là, paralysé, pendant que les commerces baissent leurs rideaux en urgence tout autour de lui. Et d'un coup, il se retrouve en plein milieu d'une fusillade entre civils et militaires. L'armée tire sur la foule. Mark court. Il court pour sa vie. Chaque rue qu'il traverse est un champ de bataille. En arrivant près de l'hôtel, il voit les rebelles rassemblés devant l'entrée avec leur chef. Il traîne un employé de Cardiff dehors. Et là, sous ses yeux, il l'exécute. Mark comprend qu'il pourrait être le suivant. Il essaie de filer discrètement, mais se fait repérer aussitôt. Il attrape une échelle sur le côté du bâtiment, grimpe le plus vite possible, les rebelles juste en dessous de lui, jusqu'à ce qu'il donne un coup de pied dans l'échelle pour la faire tomber. Il fracasse une fenêtre, entre dans l'hôtel. Le personnel est en train de barricader l'entrée. On lui dit de remonter dans sa chambre. Peu après, une fenêtre explose. Les rebelles viennent d'entrer, et ils tirent sur tout ce qui bouge. Mark fonce vers l'ascenseur, complètement paniqué. De retour dans la chambre, il retrouve Claire et les filles en train de se préparer pour aller nager, sans se douter une seconde de ce qui se passe 2 étages plus bas. Mark frappe à la porte comme un fou. Claire ouvre. Il essaie de tout lui expliquer, mais les mots sortent dans le désordre. Il réalise alors qu'Emma est déjà partie toute seule à la piscine. Mark file la chercher. Il dit à Claire de rester avec Zoé. En traversant les couloirs, il croise les rebelles plusieurs fois, de justesse à chaque fois. Pendant ce temps,
Claire aide Zoé à mettre ses chaussures, et elle entend un bruit dans le couloir. Des cris. Elle comprend tout de suite, ils arrivent. Elle dit à Zoé d'aller se cacher dans la salle de bain et de verrouiller la porte. Par le Judas, elle voit les rebelles de l'autre côté, une chambre déjà entièrement saccagée. Elle les entend entrer dans la pièce juste à côté. Des cris. Puis il commence à forcer la porte qui relie les deux chambres. Claire se plaque contre cette porte de tout son poids et elle tient bon. Zoé sort un instant de sa cachette, mais Claire la renvoie tout de suite se cacher, sans faire de bruit. Marc, lui, arrive enfin à la piscine. Emma nage tranquillement, sans savoir ce qui se passe. Il fonce vers elle, mais les rebelles sont déjà partout. Il attrape un flotteur pour bloquer une porte, mais les fenêtres commencent à céder. Il prend Emma dans ses bras et se met à courir, pendant que les autres clients hurlent de panique autour d'eux. Il grimpe les escaliers avec elle, les rebelles pas loin derrière. Une porte s'ouvre. Un rebelle est là, juste devant lui. Et c'est là que Duncan surgit de nulle part et attaque le type sans hésiter une seconde. Va sur le toit, il lui crie. Ils rejoignent la chambre ensemble. Marc dit à Claire qu'ils doivent monter sur le toit. Elle pense qu'il vaudrait mieux rester enfermée. Il la supplie, et elle finit par céder. Ils traversent les couloirs, jonchés de chambres détruites et de corps. Zoé laisse tomber sa peluche. Marc commence à faire demi-tour pour la récupérer, petit geste de père, presque un réflexe, mais il voit un rebelle qui les met en joue, et il doit abandonner la peluche derrière lui. Ils atteignent enfin le toit. Là-haut, un groupe d'étrangers et d'employés de l'hôtel, tous en train de chercher un refuge. Plein de blessés partout. Marc parle avec certains d'entre eux. Un homme s'exprime seulement en français. Marc appelle Claire, qui parle couramment la langue. Elle traduit. L'homme dit qu'il n'y aura aucun prisonnier, qu'ils vont tous mourir bientôt, que c'est du sang pour de l'eau. Il demande au réceptionniste ce que ça veut dire, et il leur explique que les rebelles sont furieux parce que les Américains ont pris le contrôle de l'eau du pays. Claire demande à Marc s'il était au courant. Il répond que non, qu'il pensait sincèrement qu'ils étaient là pour aider. Emma demande ce qui se passe. Claire essaie d'abord de minimiser, mais Marc, lui, choisit de dire la vérité. Puis un bruit d'hélicoptère. Tout le monde pense enfin au secours. Mais quand l'appareil apparaît, on voit que ce sont les rebelles qui le pilotent. Marc réagit tout de suite, plaque sa famille au sol, les cache pendant que des gens meurent tout autour. L'hélicoptère accroche le grand panneau de l'hôtel, l'arrache complètement. Tout le monde court pour éviter la chute du panneau et de l'appareil, qui explose quelques secondes après. La barricade commence à lâcher. Les rebelles arrivent. Marc regarde par-dessus le rebord du toit, repère un autre immeuble juste à côté. Il faut sauter, il dit à Claire. Elle le traite de fou. Il répond qu'ils n'ont pas le choix. Elle grimpe sur la plateforme, prête à sauter. Les filles essaient de la retenir, mais Marc les écarte doucement. Claire prend son élan, hésite une seconde au bord du vide, puis saute. Elle atterrit de l'autre côté. Marc attrape Zoé, lui dit de fermer les yeux. Elle proteste un peu, mais il la calme et la fait sauter à son tour. Emma, elle, refuse net. Marc la pousse quand même. Elle se retrouve suspendue dans le vide, s'accroche à lui de toutes ses forces, avant d'être ramenée de justesse. Marc utilise sa ceinture pour l'attacher solidement, et la fait passer de l'autre côté. Puis il saute lui-même. Il atterrit sain et sauf. En se retournant, il voit le chef des rebelles brandir le drapeau de bienvenue de Cardiff avec la photo de Marc dessus. Il est la cible. Les rebelles tirent sur eux pendant qu'ils descendent vers l'étage du dessous. Il se cache un instant, cherche une solution. Le calme dure quelques secondes à peine. Puis Marc regarde par la fenêtre et voit un char dans la rue. Courez, il crie. Il se réfugie dans des bureaux. Marc prévient tout le monde autour de lui. Pendant qu'il court, le char tire droit sur le bâtiment, ils sont tous projetés au sol, et ils essaient d'avancer malgré les tirs qui continuent de secouer l'immeuble. Pris de panique, ils se cachent sous une structure effondrée et des meubles renversés. Marc a une idée glaçante, il place un cadavre juste devant leur cachette, quelques secondes avant que les rebelles n'arrivent. Ils entrent, achèvent quiconque respire encore, cherchent Marc et sa famille partout. Ils finissent par abandonner et repartir. Marc dit à Claire qu'ils doivent rejoindre l'ambassade américaine. Ils attendent la nuit pour sortir de leur cachette. Marc cherche tout ce qui pourrait servir. Claire, elle, étudie une carte pour trouver l'ambassade. Pendant qu'elle cherche, Marc voit au loin les rebelles écraser un groupe de prisonniers avec leur véhicule, en pleine rue. Une image horrible qu'il garde pour lui, sans rien dire aux filles. Emma finit par repérer l'ambassade sur la carte.
Mark leur montre où ils sont exactement. Pendant qu'ils préparent leur trajet, un bruit les interrompt. Ils se cachent à nouveau, en urgence. Un rebelle les repère et appelle les autres. Mark réagit tout de suite, plaque l'homme au sol pour le faire taire, le supplie de pas crier. Mais dès qu'il le relâche, l'homme hurle quand même. Mark le tue. Claire regarde la scène, horrifiée, elle n'avait jamais vu Mark faire un truc pareil. Mark va voir si la clé qu'il a trouvée correspond à une des motos garées en bas. Il trouve la bonne. Toute la famille grimpe dessus, et ils foncent à travers la ville. Autour d'eux, la ville brûle, des statues sont renversées, des corps partout. En tournant à un coin de rue, ils tombent sur un gros rassemblement de rebelles en train de fêter leur victoire. Claire supplie Mark de faire demi-tour. Il sait qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ils avancent au milieu de la foule. La moto tombe à cause de la densité des gens. Quelqu'un les aide à la redresser, et voit un instant le visage de Mark sous son masque. L'homme les laisse partir sans donner l'alerte. Ils continuent leur route. Ils arrivent enfin près de l'ambassade. Elle est complètement barricadée. Mark grimpe sur un mur de pneus et de pointe pour voir s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors qu'il s'approche, un groupe de rebelles sort du bâtiment et le repère juste avant que l'ambassade tout entière explose sous leurs yeux. Mark court retrouver sa famille, et il fuit encore, jusqu'à un jardin de sanctuaire bouddhiste. Le gardien du lieu essaie d'abord de les chasser, mais en voyant la terreur dans les yeux des enfants, il change d'avis et leur dit de le suivre. Il les cache dans le jardin, leur dit de rester silencieux. Les rebelles entrent, confrontent le vieil homme, le poussent au sol. Mark voit un rebelle poser son arme par terre, et commence à s'approcher discrètement pour la récupérer. Il marche sur une branche. Le bruit alerte le rebelle. Alors que celui-ci se rapproche de sa cachette, Claire décide d'intervenir. Elle se dévoile complètement, se fait aussitôt attraper et frapper au visage par les rebelles. Mark sort de sa cachette et fracasse le crâne du rebelle. Il récupère l'arme, vise le chef, tire. Rien ne se passe. L'arme est vide. Il se fait attaquer par derrière, se bat contre plusieurs types en même temps, tombe au sol, sur le point d'être achevé. Le chef arrête ses hommes au dernier moment. Les rebelles forcent Mark à garder la tête tournée vers un piédestal, l'obligeant à regarder pendant que leur chef s'apprête à agresser Claire devant lui. Un moment insoutenable, pensé pour briser quelqu'un de l'intérieur. Juste avant que l'irréparable arrive, un coup de feu retentit. Duncan apparaît dans le jardin. Un rebelle le force à genoux. Duncan supplie pour sa vie, puis sort une arme cachée. Avec l'aide d'un complice, ils abattent tous les rebelles en quelques secondes. Le complice, cet homme, leur chauffeur du tout début. Mark se précipite vers Claire, la serre dans ses bras, soulagé qu'elle soit vivante. Duncan les guide hors du jardin, il connaît un endroit sûr. Zoé refuse d'avancer, en pleine crise. Duncan lui donne un collier, celui que sa propre fille lui avait offert il y a longtemps. Zoé se calme d'un coup, et accepte de continuer. Ils traversent les rues en courant, atteignent un bordel, montent sur le toit. Tom prépare à manger. Il s'assoit enfin, se repose, mange en silence. Duncan demande à parler à Mark et Claire seuls. Il leur explique qu'en suivant la rivière, ils atteindront la frontière vietnamienne. S'ils la traversent, ils peuvent obtenir l'asile et rentrer chez eux. Mark lui demande s'il travaille pour les services secrets britanniques. Duncan ne confirme rien. Quand Mark le remercie d'être revenu, Duncan balaie ça d'un geste, presque froidement, et lui dit qu'il est en partie responsable de ce qui leur arrive. Il explique, les entreprises occidentales et les pays qui les soutiennent ont des intérêts précis dans cette région. Ils viennent, construisent des centrales, des réseaux d'eau, des routes, peu importe le projet. Et quand le pays n'arrive plus à rembourser sa dette, ce sont eux qui finissent par tout posséder. Duncan avoue que c'est en partie sa faute à lui si Mark et sa famille sont dans ce pétrin, et c'est justement pour ça qu'il va les aider à s'en sortir. Départ dans 4 heures, il annonce. Quelques heures plus tard, Mark se réveille. Duncan et Tom rampent vers le mur d'enceinte. Ils lui font signe de rester silencieux. Un coup de feu part dans sa direction. Duncan crie à tout le monde de foncer vers le mur. Il explique à Mark et Claire qu'il va tirer sur les hommes dans la tour de guet pendant qu'ils courent. Ils se mettent en mouvement, Duncan juste derrière. Tom se fait tuer en chemin. Duncan tombe peu après lui aussi. Mark et Claire continuent de pousser les filles à avancer, pendant que Duncan, dans un dernier effort, abat les 2 derniers tireurs de la tour. Gravement blessé, il leur explique comment sortir, avant de rassembler ses forces pour essayer de les suivre. Une fois dans la rue, Duncan s'effondre complètement. Mark fait demi-tour pour l'aider.
Mais une voiture approche, dangereuse, et il doit laisser Duncan derrière lui, presque inconscient. La voiture se rapproche. Et là, dans un dernier sursaut, Duncan se relève juste assez pour viser et abattre le chauffeur, pile au bon moment. La voiture, incontrôlée, fonce droit sur lui avant de s'écraser juste après l'impact, offrant à la famille quelques précieuses secondes de plus pour fuir. Une fois loin des rues principales, ils ne savent plus vraiment où aller. Mark commence à faire une crise de panique. Claire l'aide à se calmer, et ils reprennent la route vers la rivière. En s'approchant, Mark voit deux rebelles qui avancent vers eux. Il s'apprête déjà à les affronter, mais par chance, les hommes tournent au coin sans les voir. Mark et Claire cachent les filles, et Mark part seul vers la rivière chercher un bateau. Il en trouve un. Il donne tout ce qu'il possède encore aux pêcheurs en échange de l'embarcation. Pendant ce temps, Claire voit les rebelles revenir dans leur direction, elle guide vite les filles vers Mark. Le pêcheur cache Mark de son côté. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'apprête à mettre le bateau à l'eau, Mark se jette sur le chef des rebelles et commence à le frapper. Il se fait vite maîtriser. Une arme pointée sur sa tête. Emma sort de sa cachette en courant pour prévenir son père. Les rebelles tirent sur Mark. Un homme attrape Emma, lui met de force l'arme dans la main, lui ordonne de tuer son propre père. Puis il pointe son arme sur la tête d'Emma. Mark, désespéré, lui dit de tirer sur le rebelle. Claire frappe le chef de toutes ses forces. Mark récupère l'arme des mains d'Emma et abat les autres rebelles un par un. Claire achève le chef. Mark élimine les derniers. Ils montent tous dans le bateau et commencent à descendre la rivière. Une voiture les suit un moment le long de la berge, quelqu'un les interpelle. Claire aperçoit enfin la frontière vietnamienne au loin, elle dit à Mark de continuer, de pas s'arrêter. En approchant, des soldats vietnamiens leur crient de stopper, ils n'ont pas l'autorisation d'entrer. Mark essaie de leur expliquer qu'ils demandent l'asile. Et au moment où ils franchissent la frontière, les soldats retournent leurs armes contre les rebelles poursuivants, en les prévenant que le moindre tir sera considéré comme un acte de guerre. Les rebelles baissent leurs armes. La famille Doyer est sauvée, escortée jusqu'à la ville. Ils sont enfin en sécurité, tous ensemble, aux côtés de Mark pendant qu'il se remet à l'hôpital. Ce qui fait vraiment mal dans ce film, c'est pas juste la violence, même si elle est partout du début à la fin. C'est ce que Duncan dit vers la fin, presque en passant. Cette famille normale, elle n'est pas juste tombée au mauvais endroit au mauvais moment. Elle se retrouve prise dans un système bien plus grand qu'elle. Des entreprises viennent construire des trucs essentiels dans des pays fragiles, l'eau, les routes, l'électricité. Et quand le pays peut plus payer, ces mêmes entreprises finissent par tout posséder. Mark, sans le savoir, sans même le vouloir, devient le visage de ce système aux yeux des gens qui se révoltent. Ça change tout dans la façon de voir le film. La course-poursuite non-stop, c'est pas juste du spectacle. C'est une manière de montrer, physiquement, ce que ça fait vraiment, des décisions économiques prises à des milliers de kilomètres de là. Et si la famille s'en sort à la fin, c'est jamais un coup de chance. C'est parce que quelqu'un comme Duncan, qui a fait partie du problème toute sa vie, décide, une fois, de payer le prix jusqu'au bout.